Certaines personnes se parlent à elles-mêmes, pas juste un mot lâché par inadvertance, mais de véritables conversations. Elles se posent des questions à voix haute, puis y répondent. Elles commentent leurs propres faits et gestes, elles débattent intérieurement, puis rient de leurs propres traits d'esprit. Si quelqu'un les surprend, un rouge de gêne leur monte aux joues, comme si elles avaient été prises en flagrant délit d'une étrange infraction. La société a longtemps vu ce comportement comme un symptôme de folie. Seuls les insensés parlent seuls. Très tôt, les enfants apprennent à museler leurs pensées, à ne pas verbaliser le dialogue incessant de leur esprit. Parce que parler seul, c'est étrange, c'est suspect. C'est le genre de choses que font les personnages dérangés dans les films. Pourtant, la vérité psychologique est tout autre. Parler seul n'est pas seulement normal, c'est souvent la marque d'un esprit vif, d'une intelligence qui traite l'information de manière auditive, d'une aptitude à l'autorégulation. Ce n'est pas de la démence, c'est un puissant outil cognitif. Un outil que certains utilisent instinctivement, mais qu'ils s'efforcent de cacher. Ces personnes attendent la solitude pour laisser fuser leur monologue. Elles baissent la voix dès qu'une présence approche. Elles feignent une conversation téléphonique pour ne pas paraître folles. Elles ont assimilé le jugement, appris que leur réflexe naturel est considéré comme anormal. Aujourd'hui, explorons ce territoire. Comprenons ce qui se joue vraiment dans la tête de ceux qui parlent seuls. Pourquoi certains ont-ils ce besoin de verbaliser leurs pensées alors que d'autres restent silencieux? Quelles sont les fonctions psychologiques de ce dialogue intime? Et surtout, pourquoi devrions-nous cesser de le juger et peut-être même commencer à l'adopter? Il faut d'abord saisir que se parler à soi-même n'est pas une conduite monolithique. C'est un éventail de comportements distincts, chacun servant un but différent. Il y a le discours de résolution de problèmes. C'est lorsque quelqu'un énonce les étapes d'une tâche. Bon, je commence par ça, puis ça, et je dois penser à... C'est un réflexe extrêmement commun et entièrement fonctionnel. Les études prouvent que le fait de verbaliser les phases d'un travail en améliore l'exécution. Cela aide à structurer la pensée, à maintenir la concentration, à ne rien omettre. Les enfants le font spontanément. Ils se parlent en jouant, en dessinant, en assemblant un puzzle. C'est le discours égocentrique. Piaget y voyait un signe d'immaturité cognitive, mais Vygotsky a démontré qu'il s'agit d'un outil de développement capital. L'enfant emploie le langage externe pour piloter son comportement et peu à peu, ce langage s'intériorise pour devenir la pensée. Chez certains adultes, ce processus ne s'intériorise jamais totalement, ou bien il se réextériorise face à une tâche ardue, car penser à voix haute confère un avantage cognitif. Cela ralentit la pensée juste assez pour la rendre plus délibérée. Cela crée une boucle auditive qui consolide la mémoire de travail. C'est comme avoir un copilote qui vous rappelle la marche à suivre. Ensuite vient le discours d'autorégulation émotionnelle. C'est quand une personne se parle pour s'apaiser, s'encourager, se rassurer. Allez, tu en es capable. Ce n'est pas si terrible. Respire, tout ira bien. C'est essentiellement ce qu'un adulte bienveillant ou un ami dirait, mais la personne se l'administre elle-même. Ce type de discours est une forme d'autoparentage. Le sujet a intériorisé une voix réconfortante et l'extériorise en cas de besoin. C'est particulièrement fréquent chez ceux qui ont dû apprendre très tôt à gérer seuls leurs émotions, ceux qui n'ont pas eu d'adulte fiable pour les calmer. Ils ont donc appris à devenir leur propre source de réconfort. Il y a aussi le discours de répétition. C'est la personne qui rejoue des conversations passées ou anticipe des discussions futures. J'aurais dû dire ça. La prochaine fois, je dirai ça. C'est une forme de traitement cognitif. Le brin tente de digérer un événement ou de se préparer à une échéance. Le fait de verbaliser aide à consolider ou à planifier. Ce discours peut devenir problématique s'il vire en rumination, si la personne rejoue en boucle la même scène, en quête d'une réplique parfaite jamais prononcée. Mais à dose modérée, c'est une façon saine de traiter les expériences sociales. Il existe également le discours créatif. Les écrivains, les artistes, les penseurs parlent souvent seuls. Ils verbalisent leurs idées pour les entendre, car une sorte de magie opère quand une pensée passe de l'intérieur à l'extérieur. Elle se matérialise, devient plus concrète. Souvent, c'est en l'entendant qu'on réalise si elle tient la route. Ce discours est un dialogue avec le processus créatif, une externalisation du travail invisible de l'esprit. Pour beaucoup de créateurs, c'est un besoin vital. Ils ne peuvent créer en silence. Il leur faut entendre leurs idées pour les faire grandir. Et puis, il y a le discours de compagnie. C'est parler seul simplement parce que le silence pèse, parce que le son de sa propre voix crée une présence, emplit un espace trop calme. Ce discours combat la solitude. C'est une façon de combler le vide. Les personnes qui vivent seules le pratiquent beaucoup. Elles peuvent passer des jours sans parler à quiconque. Alors elles parlent à leurs plantes, à leurs animaux, à elles-mêmes, juste pour entendre une voix humaine, même si c'est la leur.
car le silence absolu peut être oppressant. Sur le plan neurologique, se parler à soi-même sollicite des zones breinales différemment de la pensée silencieuse. En parlant à voix haute, vous activez non seulement les aires motrices du langage, mais aussi les aires auditives. Vous entendez votre propre voix. Cette boucle audio-motrice crée un renforcement. L'information est traitée 2 fois, une fois en la produisant, une fois en l'écoutant. Ce double codage améliore la mémoire. Les études le confirment, on se souvient mieux de ce qu'on dit à voix haute que de ce qu'on pense en silence. C'est l'effet de production. Le simple fait de verbaliser ancre plus solidement le souvenir. C'est pourquoi lire à voix haute aide à mémoriser. Parler seul active aussi le cortex préfrontal d'une manière particulière. Cette région, chef d'orchestre de la planification et de la régulation, s'organise mieux lorsque vous verbalisez un plan. C'est comme si le fait d'extérioriser la pensée aidait le brin à mieux la structurer. Il y a aussi un effet sur l'attention. Parler à voix haute pendant une tâche aide à rester concentré, surtout pour les activités monotones ou répétitives. La verbalisation agit comme une encre attentionnelle, empêchant l'esprit de dériver. Cela explique pourquoi certains se parlent seuls en faisant une tâche ennuyeuse. Ça les maintient impliqués. Certaines recherches suggèrent que parler seul peut aussi réduire l'anxiété. En verbalisant vos peurs, vous les sortez de votre tête. Elles deviennent un objet que vous pouvez examiner, analyser, contester. C'est une forme primitive de thérapie cognitive, où vous êtes à la fois le patient et le thérapeute. Et puis, il y a la dimension de la perspective. Quand vous vous parlez à la 2e ou 3e personne, tu dois faire ça, il peut le faire. Vous créez une distance psychologique, vous vous observez de l'extérieur. Cette distance est thérapeutique. Elle permet de voir la situation plus objectivement, de se donner des conseils qu'on n'accepterait pas en pensant à la première personne. Les athlètes utilisent abondamment cette technique pour se motiver. Allez, encore une. Ce n'est pas juste de l'auto-encouragement, c'est la création d'une voix de coach externe qui pousse la version actuelle de soi. Et ça marche. Les études montrent que le discours de soi à la 2e personne améliore la performance. Il y a aussi des cas où parler seul révèle quelque chose de plus complexe, pas forcément pathologique, mais symptomatique de schémas psychologiques spécifiques. Les personnes très seules parlent souvent seules, non pas pour folie, mais par manque d'interaction. Le besoin humain de communiquer ne s'éteint pas avec la solitude. Le brin crée donc un substitut. C'est une adaptation à l'isolement. Ce discours peut devenir très élaboré, avec des conversations entières et des débats internes. Ce n'est pas un trouble dissociatif, mais un esprit en quête de l'interaction qu'il ne trouve pas à l'extérieur. Paradoxalement, certains parlent seuls par anxiété sociale. Ils sont plus à l'aise seuls qu'avec les autres, là où il n'y a ni jugement, ni risque, ni peur du rejet. Ils répètent les conversations, se préparent obsessionnellement, car l'interaction réelle les terrifie. Il y a aussi ceux qui parlent seuls pour contrer leurs pensées intrusives. Ils argumentent à voix haute contre leurs propres pensées négatives. Non, ce n'est pas vrai. C'est une forme de résistance cognitive. Verbaliser le contre-argument le rend plus puissant. Ce discours est fréquent chez les personnes souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. Leur monologue intérieur est si critique qu'elles ont besoin de l'extérioriser pour le combattre. C'est une stratégie de survie épuisante. Certaines personnes neurodivergentes parlent aussi beaucoup seules. Les personnes autistes, par exemple, l'utilisent pour réguler leurs émotions ou traiter le flux sensoriel. Les personnes avec un TDAH aussi. Leur pensée est si rapide que la verbaliser aide à la ralentir, à la capturer. Parler à voix haute devient une prothèse cognitive. Et puis, il y a les survivants de traumatismes. Ils rejouent des conversations, disent ce qu'ils n'ont jamais pu dire, confrontent symboliquement ceux qui les ont blessés. C'est une tentative de reprendre du pouvoir. Cela peut être thérapeutique, mais aussi devenir une prison si la personne reste piégée dans la répétition sans résolution. La honte associée à ce comportement vient de l'amalgame avec la maladie mentale. Dans l'imaginaire collectif, parler seul est associé à la schizophrénie, même si la grande majorité des gens qui le font ne sont absolument pas psychotiques. Cette stigmatisation pousse les gens à cacher ce comportement, de peur d'être jugés fous. Cette peur renforce la honte, le sentiment d'être anormal. Il y a aussi une dimension de contrôle social. Parler seul montre qu'on a une vie intérieure riche, une pensée autonome. Dans certaines cultures, cette autonomie est suspecte. « Arrête de parler tout seul, on va te prendre pour un fou », c'est une phrase que beaucoup ont entendue. Ces messages s'intériorisent et l'adulte porte cette honte. Cette répression a un coût. En se privant de cet outil, on s'handicape sans raison. Parler seul révèle aussi une vulnérabilité. On n'est pas toujours en contrôle, on a besoin de se rassurer, de se motiver. Montrer cette vulnérabilité semble dangereux, alors on la masque. Alors que faire ? Si vous parlez seul et en avez honte, la première étape est de normaliser ce comportement. Vous n'êtes pas fou.
Vous utilisez un outil cognitif que la majorité des gens utilisent dans le secret de leur voiture, de leur cuisine. Ils se posent des questions et y répondent. Ils se motivent, ils se calment, ils pensent à voix haute. Et peut-être que le vrai signe d'intelligence n'est pas de tout garder en silence, mais de savoir quand externaliser, quand utiliser le son de sa propre voix comme un outil. Alors continuez de vous parler. Votre voix a de la valeur, même et surtout quand vous êtes le seul à l'écouter. Si vous parlez seul, vous n'êtes pas le seul à le faire. Des millions de personnes le font dans le secret de leur voiture, de leur cuisine. Ils se posent des questions et y répondent. Ils se motivent, ils se calment, ils pensent à voix haute. Et peut-être que le vrai signe d'intelligence n'est pas de tout garder en silence, mais de savoir quand externaliser, quand utiliser le son de sa propre voix comme un outil. Alors continuez de vous parler. Votre voix a de la valeur, même et surtout quand vous êtes le seul à l'écouter.